Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en politique. Et nous sommes le jeudi 3 juin. Le premier tour des élections régionales, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Ce sera le dimanche 20 juin. Une nouvelle émission politique avec Sébastien Chenu qui est avec nous, le tête de liste régionale pour le Rassemblement national, député du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également avec nous en plateau, avec notre partenariat avec 20 minutes Lille, journaliste pour la rédaction locale, François Launay. Bonsoir François. Bonsoir. Au programme des 30 prochaines minutes ensemble, plusieurs séquences pour d'abord mieux vous connaître. Sébastien Chenu, on va découvrir votre parcours militant, vos engagements politiques, puis bien sûr votre portrait, votre programme avec les grandes thématiques de cette campagne des régionales. La sécurité, c'est le thème qui préoccupe le plus aujourd'hui les nordistes. L'économie, l'emploi, on parlera aussi d'écologie avec l'opposition aujourd'hui entre nucléaire et éolien, les transports, la santé, puis on terminera avec quelques questions pour mesurer votre connaissance de la région. Mais d'abord, puisque l'on est sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, l'actualité. Sébastien Chenu, ce jeudi, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, et Natacha Bouchard, la maire de Calais, ont demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le démantèlement d'un nouveau campement de migrants au sud-est de Calais pour éviter la reconstitution d'une jungle. Il pointe des risques impliquant une trentaine de personnes survenues dans la nuit de mardi à mercredi dans ce campement et qui ont suscité l'intervention des forces de l'ordre. 7 membres des forces de l'ordre ont été blessés, 32 contusionnés. Est-ce que vous partagez l'avis de Xavier Bertrand et Natacha Bouchard sur ce dossier ? Moi, je veux d'abord avoir une pensée pour les 7 CRS qui ont été blessés hier soir en essayant d'accomplir leur mission, qui est celle de protéger la population des RICS, de protéger les habitants, de la façon dont ces migrants arrivent, dont ils se comportent également, et puis avoir une pensée pour la population de Calais, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu un retour à la case départ, si vous me permettez. En fait, il y a quelques années, il y avait jusqu'à, je crois, 3 à 5 000 migrants selon les moments. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à plus d'1 millier de migrants. Entre 500 et 800 selon voilà, en tout cas, il y a eu 300, a dit le préfet, 300 nouvelles arrivées qui multiplient les RICS, qui multiplient une ambiance catastrophique, y compris en termes d'image et de sécurité pour la ville de Calais. Et ce retour à la case départ nous démontre 2 choses. C'est que rien n'a été fait au niveau national, il s'agit d'une problématique nationale, et puis que localement, tout ça a des répercussions très importantes. Alors rien n'a été fait au niveau national. Et donc le démantèlement, vous partagez l'avis de Xavier Bertrand? Oui, enfin, je pense que c'est... mais moi j'aimerais, désolé, je partage l'avis de Xavier Bertrand, c'est plutôt lui qui partage le nôtre finalement, parce que ça fait des années que nous demandons ces démantèlements. Or, nous n'avons pas été aux responsabilités. Ceux qui l'ont été, visiblement, n'ont pas eu de succès. Et M. Bertrand, je le rappelle, a évidemment gouverné avec ses amis la France. Il n'a pas eu de succès. Donc, d'ailleurs, je me dis toujours, à quoi ça sert d'avoir Gérald Darmanin dans sa majorité, qui est ministre de l'Intérieur, s'il n'est même pas capable, Gérald Darmanin, élu du Nord, de mettre les moyens nécessaires au démantèlement. C'est ce que nous demandons, évidemment, aujourd'hui. C'est quand même un problème d'ordre mondial, européen. Quelle est la solution? Mais bien sûr, d'ailleurs, les migrations... Parce que s'il y a une solution, franchement, il faut nous la donner. L'immigration et les migrations sont un problème d'ordre national et international. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une logique. Si la logique consiste à accepter que l'ensemble de l'hémisphère sud vienne dans l'hémisphère nord, alors nous ne nous en sortirons pas. Ce n'est pas la logique que nous pouvons accepter parce qu'elle a des répercussions économiques et sécuritaires dramatiques. Donc par conséquent, il faut que chaque pays, c'est aussi ce que nous défendons au Rassemblement national et ce n'est pas une surprise, reprenne la maîtrise de ses frontières. La maîtrise de ses frontières, c'est-à-dire savoir qui entre, qui sort, qui se maintient, parce qu'on voit bien que Frontex, les frontières extérieures, c'est une passoire. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc par conséquent, reprenons la maîtrise de nos frontières, comme l'ont fait d'ailleurs les Britanniques, mais il y a quand même des choses à faire. Il faut le dire tout de suite. Par exemple, moi je ne veux pas que le Formule 1 de Saint-Martin-les-Boulognes soit transformé en lieu d'accueil pour les migrants. Parce que vous savez, tous ces signes qui sont envoyés d'accueil, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de refuser l'accès de ces migrants. Alors les laisse dans des camps de fortune? Non, il ne faut pas, mais non, mais ça va avec la logique que je vous explique. Il ne faut pas accepter l'arrivée de migrants sur nos territoires, et puis en reprenant évidemment le contrôle de nos frontières, et puis il y a quand même des incidences très claires sur le port de Calais. Ça coûte très cher de maintenir la sécurité. Or, je rappelle que le port de Calais est une propriété de la région Île-de-France, de la région des Hauts-de-France, et que cette propriété de la région des Hauts-de-France est bien investie dans la sécurité, mais que le conseil régional n'aide pas son délégataire, le port, à le faire. Ça coûte très cher au délégataire. La région doit assumer la sécurisation de ces ports.
Bien. Avant de s'intéresser à votre programme, car vous l'avez dit, c'est quand même quelle est la question migratoire, une problématique nationale. On va parler de la région Sébastien Chenu. On va tâcher quand même de mieux vous connaître avec ce portrait signé Raphaël Griffon. Eurosceptique, porte-drapeau de Marine Le Pen dans la région, défenseur des droits LGBT, Sébastien Chenu est aussi un habile communicant selon ses proches. À 48 ans, le porte-parole du Rassemblement national est un pur produit politique. Premier engagement politique, à 16 ans, il s'encarte au Parti républicain, l'ancêtre de l'UMP. Après des études en sciences politiques à Paris, il enchaîne les postes dans les arcanes du pouvoir, dans les communes d'Île-de-France, plusieurs fois directeur de cabinet, mais aussi au gouvernement en tant que chef adjoint du cabinet de Christine Lagarde et directeur du service d'information. Habitué des plateaux télé, son CV chargé à façonner ses compétences de communicant. En 2014, il quitte l'UMP, rejoint le Rassemblement Bleu Marine puis le Front National. Dans notre région, adjoint au maire dans sa ville natale Beauvais pendant 13 ans, il devient conseiller régional dans la Somme en 2015. 2 ans plus tard, élu député du Nord, il est nommé porte-parole du parti frontiste. Mais en 2018, son ascension s'arrête. Il doit démissionner du poste de vice-président du groupe RN au conseil régional. Le but, apaiser les tensions au sein de son groupe et stopper les départs d'élus. Un problème de ligne politique. De 54 en 2015, le groupe est passé à 40 membres aujourd'hui. Et en 2020, sa liste RN devenait favorite et battue au municipal de Denain. Dans le camp frontiste, on affirme qu'il n'est pas très impliqué en tant que conseiller régional, qu'il quitte le conseil 1 à 2 heures après avoir émargé la feuille de présence et connaît peu les dossiers locaux. Il n'est pas motivé par les questions d'intérêt régional. Considéré comme le bras droit de Marine Le Pen, il joue sur sa proximité avec la présidente du parti pour sa campagne. En février, c'était le premier candidat à partir en campagne, sillonnant les Hauts-de-France avec son Chenubus. Son programme, la sécurité et la santé notamment. Selon le dernier sondage, pour ces élections régionales, il est toujours donné 2e derrière Xavier Bertrand. En effet, tous les récents sondages, Sébastien Chenu vous laisse à la 2e place derrière Xavier Bertrand. Il vous manque quoi pour le dépasser aujourd'hui ? Écoutez, les sondages, vous savez, mettaient Marine Le Pen assez loin du résultat qu'elle a fait il y a 6 ans. À peu près, il a donné 40%, elle a fait à peu près... Il a donné à 35% un mois avant, elle a fait 41%. Mais en fait, les sondages, tous les politiques vous le disent, on les commente pas, on les reçoit, on les regarde, on est dans la marge d'erreur en plus. Ce qui est intéressant, c'est les résultats. Je le dis parce que, voyez-vous, dimanche, il y a eu non pas un sondage, il y a eu une élection législative partielle dans le Pas-de-Calais. Et puis la candidate de M. Bertrand, elle n'a même pas été qualifiée pour le second tour. Alors ça a amené M. Bertrand à appeler à voter tout de suite pour En Marche, à vouloir un député macroniste de plus. C'est quand même hallucinant. Lui qui se dit... Non mais attendez, ça c'est un autre sujet, le Front républicain. Ça n'existe pas, le Front républicain. Mais lui qui se dit anti-macroniste, en fait, il appelle à voter pour une candidate macroniste. Donc ça veut dire que la réalité des urnes amène parfois quelques savoureuses surprises. Il vous manque pas Marine Le Pen, finalement, elle avait fait plus ? Non, mais je crois que Marine Le Pen, elle est dans sa trajectoire pour devenir présidente de la République. Moi, ce que je souhaite, c'est aujourd'hui initier le changement dans notre région, parce que les mêmes politiques, et on peut s'en apercevoir, notre région, elle a été en réalité dirigée, gouvernée par tous les membres de la classe politique, sauf le Rassemblement national. Longtemps par la gauche, par le PS, aujourd'hui par les Républicains associés à En Marche. Elle a même été gouvernée par les Verts, notre région. Eh bien, je crois que les mêmes politiques amenant la même absence de résultats, il est temps aujourd'hui d'opérer le changement, ce changement qu'ont fait les habitants, par exemple, d'Hénin-Beaumont, de Villers-Cotterêts, de Bruyères-la-Buissière, et je crois qu'ils en sont plutôt heureux. Vous l'avez dit, il y a 6 ans, c'était Marine Le Pen qui se présentait pour le Rassemblement national. Elle était largement en tête des sondages du premier tour. Cette fois-ci, c'est Xavier Bertrand qui est en tête devant vous. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans ? Est-ce que finalement, le RN n'a pas atteint son plafond de verre dans la région ? On nous fait le coup à chaque élection, ça a du plafond de verre, et tous les plafonds, on les a explosés. Il nous reste celui des élections régionales. Oui, mais vous n'avez pas encore gagné de région, vous n'avez pas encore gagné la présidentielle. Non, mais, certes, mais on est toujours très exigeants de nous, mais nous avons démontré que nous étions en capacité, seuls contre tous, de gagner des législatives, des sénatoriales, des municipales, etc. etc. Ça, il y a plusieurs choses qui devraient faire réfléchir. Il y a quelques semaines, quelques mois, je lisais dans toute la presse Xavier Bertrand imbattable. Aujourd'hui, nous sommes dans la marge d'erreur des sondages. Donc, il n'est plus si imbattable que ça. Il y a quelques semaines... Pas du Front républicain comme en 2015 je peux vous en parler juste après, mais je termine juste mon propos. Il y a quelques semaines, on nous disait, mais Marine Le Pen, Marion Maréchal, Florent Philippot ne sont pas candidats, il n'y a que des sous-fifres qui sont candidats. Les sous-fifres ne se débrouillent pas trop mal, visiblement. Donc, vous voyez, le Front républicain, c'est la magouille républicaine. C'est la magouille du vieux système qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. C'est ça, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de danger anti-républicain
soutien à l'élection des élus du Rassemblement national. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mes engagements en défense des LGBT, en tous les cas des droits des personnes homosexuelles. Eh bien, ça ne fait pas de moi, j'imagine, un dangereux facho. Il vous fait peur, ce Front républicain ? Mais non, mais je trouve que ce sont les dernières magouilles des vieux partis politiques qui essayent de préserver leurs intérêts. Ils sont prêts à tout. Ils disent qu'ils se combattent, mais ils sont prêts à s'associer pour faire barrage à un parti politique qui simplement propose autre chose. Parce qu'en fait, c'est simplement la proposition d'une autre offre politique, le Rassemblement national. C'est vrai, c'est une offre politique qui n'a jamais été essayée. Et nous le disons, et beaucoup d'habitants le disent, essayez-nous. Alors pourquoi, justement, vous, les thématiques de campagne ? On va quand même s'intéresser à votre programme, à ce que vous défendez pour la région Hauts-de-France. Sébastien Chenu, d'abord, c'est un sujet primordial. Aujourd'hui, la sécurité, la délinquance, c'est une préoccupation majeure. Lors d'un récent sondage, justement, peut-être que ça vous intéresse un peu plus. 41% des habitants des Français mettent la délinquance en tête. Alors, c'est pas une compétence directe de la région. Zéro investissement, zéro dépense de fonctionnement lors du budget en 2021. Tout est à créer, en fait, en la matière. C'est de l'argent qu'il faut investir. Mais vous savez, en la matière, il y a ceux qui prennent des initiatives parce qu'ils considèrent que la sécurité, c'est une préoccupation première des habitants, vous venez de le dire. Et puis il y a ceux qui regardent passer les trains. Il y a des gens qui ont pris des initiatives. Laurent Wauquiez, dans sa région, il a investi 160 millions d'euros. Laurent Wauquiez n'est pas au Rassemblement national. Je prends cet exemple parce que j'essaye d'être objectif. C'est-à-dire quand on veut investir pour la sécurité des habitants, on peut investir pour la sécurité des habitants. C'est de l'argent, mais pour faire quoi ? Non, mais ici, rien n'a été fait. Enfin, je veux dire, il faut le savoir. En fait, comme M. Macron, pendant les élections, il y en a qui montent le son, vous savez, qui veulent montrer qu'ils sont fermes, vous allez voir ce que vous allez voir. La réalité, c'est que pendant 6 ans, rien n'a été fait. Il y a 2 directions dans le programme que je propose en matière de sécurité. Il y a les compétences obligatoires, c'est-à-dire dans les transports, les gares en particulier, 364 haltes et gares dans notre région. Xavier Bertrand avait dit qu'il les sécuriserait, qu'il les vidéoprotégerait. Nous n'y sommes pas, il l'a fait pour 30, c'est peu 30 sur 364. Eh bien nous irons au bout de cet objectif. Il y a la sécurité à travers le personnel de sécurité, les agents de la SUGE dans les transports. Là encore, Xavier Bertrand a financé 35 postes, il y en avait 215 financés par la SNCF de mémoire, nous souhaitons en financer 250. Comment ? Avec quel argent et au détriment de quoi ? Bien sûr, nous avons, et après je passerai sur la partie qui va au-delà de ça. C'est pas au détriment de quelque chose. Moi je m'appuie sur ce que finalement M. Bertrand nous a dit, il nous avait dit je ferai 300 millions d'euros d'économies par an. Il ne les a pas fait. Donc ça veut dire qu'il y a en matière de fonctionnement, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a dans la région, en matière de fonctionnement, de quoi dégager des masses budgétaires importantes. Puisqu'il avait lui-même évalué à 300 millions d'euros d'économies possibles, je me réfère aux chiffres qu'il a lui-même annoncés. Et vous savez d'ailleurs, ces postes, nous les avons quantifiés. Sécuriser les gares, c'est d'abord 10 millions par an sur la première année, et c'est ensuite 25 millions d'euros par an. Et puis, en plus, il y a évidemment l'accompagnement aux collectivités locales. C'est-à-dire que nous souhaitons que la région devienne, et dans chaque chapitre de ces politiques régionales, un partenaire en matière de sécurité. Partenaire des collectivités, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les régions Île-de-France, les régions Rhône-Alpes, les régions Normandie, des gens qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Ici, le chapitre n'a pas été ouvert. Le chapitre n'a pas été ouvert. Eh bien, d'accompagner l'équipement des polices municipales dans leur matériel, que ce soit du véhicule, que ce soit des gilets pare-balles, que ce soit la création de brigades canines. Nous serons au rendez-vous. Ça coûte cher la police municipale, c'est environ 45 000 euros par ville, par agent. Il y en a 1680 des policiers municipaux dans les Hauts-de-France. Ça fait un sacré budget, 75 millions d'euros. Il ne s'agit pas de prendre en charge toutes les polices municipales de la région. Il s'agit d'accompagner dans les projets qui nous seront présentés, des critères évidemment, dans les projets qui vont nous être présentés demain, les communes qui souhaitent s'équiper trouveront en la région un partenaire pour les aider à financer, justement pour les épauler, parce que vous avez des communes qui n'ont pas les moyens, qui vous disent moi je suis une petite commune, je suis à 8-9 000 habitants, c'est difficile pour moi de prendre en charge totalement le coût d'une police municipale. Nous serons au rendez-vous. Idem pour la vidéosurveillance, vous ne pouvez pas imposer aux communes de mettre des caméras sur le domaine public. Mais monsieur, il n'est pas ni dans mon objectif, ni dans ma volonté, ni même dans ma philosophie, d'imposer quelque chose à un maire. Les maires sont libres, mais je vois que là où ça a été fait, je pense à Hénin-Beaumont, à Villers-Cotterêts, eh bien, les résultats sont pertinents. D'ailleurs, les habitants ont très bien réélu les maires qui se sont attaqués à ce dossier de la sécurité et qui ont fait baisser l'insécurité dans leur ville. Je vois que Ludovic Pajot, le maire de Bruay, initie ce type de politique. Il est un peu bloqué visiblement en ce moment parce que la préfecture ne lui renvoie pas la convention qui lui permet de déclencher la police municipale la nuit. Mais je pense qu'ils ont pris le sujet à bras-le-corps. Et puis,
Vous savez, la sécurité, vous l'avez dit, c'est le problème numéro 1. Mais moi, je veux aussi qu'on soit très clair vis-à-vis de cette forme d'insécurité qui est l'islam radical, l'islamisme dans notre région. On sait que nous sommes exposés à de multiples dangers liés à l'islamisme. Et je l'ai dit, j'ai pris malheureusement, Xavier Bertrand, le doigt dans le pot de confiture pendant ce mandat, finançant des structures. Je pense au lycée Averroès. C'était en 2017, oui, d'accord, mais enfin, c'était quand même l'argent des habitants, et c'était quand même lui qui l'a fait. Des propos qui ont poussé Xavier Bertrand à porter plainte contre vous. On verra sur quoi d'ailleurs, parce qu'il n'a pas financé le lycée Averroès. Est-ce qu'il a vraiment déposé plainte déjà? Est-ce que vous êtes au courant de cette plainte? Je ne sais pas, je n'ai pas été informé de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez Je me méfie toujours des effets de tribune, mais quand Xavier Bertrand me dit je vais porter plainte contre vous, mais sur quels critères? Le lycée Averroès, il a bien été financé par la région. Il y a même un représentant de M. Bertrand au conseil d'administration. Moi, je crois qu'un lycée tenu par les frères musulmans, il n'a pas à être financé avec l'argent des habitants des Hauts-de-France. Bien, l'emploi aussi, c'est une attente évidemment pour les citoyens. Aujourd'hui, Sébastien Chenu, dans la région, est-ce que les politiques ont encore le pouvoir de promettre des emplois, ont le pouvoir, la mainmise sur les entreprises? Vous avez raison de le présenter comme ça, parce que je me souviens, il y a 6 ans, Xavier Bertrand avait fait un gros livre en disant je vais créer dès septembre suivant 60 000 emplois. Il ne faut pas jouer avec l'espoir que représente la création d'emplois pour les habitants lorsqu'on ne tient pas cet espoir. Je le dis parce que les emplois n'ont pas été créés, je le dis parce que le chômage baisse dans notre pays, mais il baisse moins vite dans notre région. Donc ça veut dire que les mesures prises par le président de région, elles n'ont pas eu d'effet amplificateur ou d'effet correctif. Ça veut dire que ce qu'il a fait n'a servi à rien et a parfois même coûté très cher. Proche emploi, c'est 1 à 2 millions d'euros selon la Cour des comptes, avec 0 création d'emploi en face. Alors Xavier Bertrand nous sort des chiffres d'un chapeau que personne ne peut vérifier, mais il n'y a pas eu de création d'emploi. Et dernièrement, il y a eu Bridgestone qui a forcément marqué l'actualité, la population ici. Vous proposez, si vous subventionnez les installations d'entreprises, un maintien d'emploi pendant un calendrier donné. Comment on peut forcer une entreprise comme ça à ne pas licencier pendant un certain temps? Il ne s'agit pas de forcer, c'est une question de philosophie politique. Vous avez d'un côté ceux qui ont comme philosophie politique le libéralisme échevelé, c'est-à-dire on aide les yeux fermés des entreprises, des grands groupes qui n'en ont pas toujours besoin. Moi je veux avoir, et si vous me le permettez, je vous exposerai ma proposition pour les PME-TPE, parce qu'elle crée beaucoup d'emplois, mais les grands groupes viennent frapper à votre porte et disent attention, on s'intéresse à vous, on va investir dans votre département ou dans votre région, parce qu'on considère qu'il y a de l'employabilité. Il y a des gens qui peuvent venir travailler chez nous. Et on veut le soutien de la région. Très bien, très intéressant. Alors passons une convention. Vous voulez le soutien de la région? D'accord. Mais en fonction de quel objectif de création ou de maintien d'emploi? Et si vous n'avez pas cet objectif de création ou de maintien d'emploi, alors vous rendrez à la région l'argent public que nous venons vous apporter. Vous voyez, nous sommes dans l'idée d'un échange gagnant-gagnant. Le maintien d'emploi pendant combien de temps? Parce que 5-10 ans, les entreprises n'ont pas cette visibilité. C'est ce qu'il faut mettre exactement dans les conventions d'objectifs. C'est difficile pour une entreprise d'avoir cette visibilité. Bien sûr, et d'ailleurs on peut mettre un critère qui est qu'en matière de crise économique, eh bien on puisse revoir cette convention d'objectifs, évidemment. Mais il faut être un peu exigeant, sinon vous allez passer votre temps à aller pleurer devant les entreprises qui ferment, que vous avez aidées. Et je rappelle que Bridgestone n'a toujours pas rendu l'argent à la région des Hauts-de-France. C'était de l'argent pour la formation. Pour la formation. Vous parliez des PME-TPE dans votre programme. Vous souhaitez que la région finance la période d'essai des salariés dans les PME et les TPE. Alors, ça concernerait qui? Est-ce que il y aurait certains cas particuliers? Et quelle serait la contrepartie? Puisqu'il peut y avoir un effet d'aubaine, c'est-à-dire les TPE et PME pourraient dire ce sont des stagiaires améliorés par la région et au bout de 6 mois, au revoir. L'idée pendant cette période qui est une période de reprise, c'est se dire il faut qu'on sécurise ou qu'on aide ou qu'on conforte les PME, TPE à embaucher au moment où la reprise, tout le monde l'espère, va pouvoir se faire. Les PME, TPE, elles sont celles qui recrutent le plus dans notre pays. La difficulté pour elles, c'est que la période d'essai est coûteuse, évidemment, et qu'on investit quelque part sur quelqu'un dont on n'est pas sûr de garder. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Bien, nous, on dit, on va vous aider. On va prendre en charge cette période d'essai, on l'a fait chiffrer, évidemment. Ça coûte à peu près 130 millions d'euros de mémoire. Peut-être le calcul n'est-il pas complètement juste au moment où je vous parle. Je n'ai pas toutes les données de la région. Je n'ai pas un cabinet pléthorique qui me permet de tout vérifier au moment où je vous parle. Mais on en est à peu près là. Et si ça fonctionne,
eh bien tant mieux. Il y aura un chômeur par PME, TPE sera aidé. Et puis on peut peut-être regarder pour le suivant, si vous avez une deuxième perspective d'embauche. Si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez rien perdu, monsieur le chef d'entreprise, vous n'aurez rien perdu, vous aurez tenté quelque chose et la région vous aura accompagné. Et je pense qu'en face, ça aide aussi effectivement à l'employabilité. Dans la région, un des débats majeurs liés à l'écologie, c'est un peu l'éolien contre le nucléaire. Votre position, elle est claire, c'est plutôt nucléaire. Pourquoi être contre l'éolien ? Vous savez, l'éolien, je crois que il faut être très clair. Moi, je pense que c'est une escroquerie. Je pense que c'est une escroquerie. Je suis consterné de voir d'ailleurs que, là encore, on a l'impression que Xavier Bertrand n'a jamais été président de cette région. Il nous avait dit « je serai le champion de l'anti-éolien ». Il y a eu plus de 1500 mâts supplémentaires pendant ces 6 années. J'arrive de Picardie, où j'étais avant de vous rejoindre. La Picardie est jonchée de mâts d'éolien. Et quel pouvoir ? La main libre, c'est l'État, c'est pas la région. Non, pas seulement. Il faut... Xavier Bertrand nous dit « je vais me battre ». Il ne s'est pas tellement battu. D'abord, on peut faire des choses. D'abord, si on est contre l'éolien, je pense qu'il faut initier, et c'est ce que je ferai, un référendum régional demandant un moratoire sur l'éolien dans notre région pour envoyer un signe très fort à ceux qui dirigent, c'est-à-dire Madame Pompili. Je pense qu'il faut faire des référendums locaux. Madame Pompili qui a refusé un référendum sur le sujet pour les éoliennes en mer d'Inquière. D'ailleurs, pourquoi refuser un référendum ? Pourquoi refuser d'entendre ce que veulent les habitants ? Donc moi, je ferai ces référendums. C'était ce qui avait été promis. Aucun n'a été fait. Et puis, je financerai des études épidémiologiques parce que je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Et puis, j'aiderai les associations à se battre contre l'éolien. Rien de tout cela n'a été fait. Et ce que nous voyons, ce sont des paysages dévastés. C'est du béton dorné au sol. Ce sont des troupeaux. C'est la santé qui est impactée, et ce sont en mer aussi des problématiques pour nos pêcheurs. J'ajoute que lorsqu'on veut arrêter un projet, pourquoi est-ce que le projet d'éolien au large du Touquet, il a été arrêté? Parce que M. Macron, il passe ses week-ends au Touquet. Alors là, on l'a arrêté parce que c'était très vilain pour lui de voir les éoliennes. Moi, je pense qu'on n'a pas à subir ça. Une mesure phare aussi au niveau des transports. Vous voulez relancer le réseau express Grand Lille, une espèce de RER régional qui permettrait de relier Lille au bassin minier en moins de 20 minutes. Alors, c'est un projet qu'avait initié Daniel Percheron, ancien président socialiste de la région, il y a 10 ans, mais qui a été abandonné à cause d'un coût financier trop important. On parle de plus d'1 milliard d'euros. Comment vous faites ? Mais moi, on ne va pas le financer tout seul, évidemment. Bien sûr. Si vous voulez, il y a plusieurs... Mais il y a beaucoup de constructions à faire. L'investissement était abandonné dans la région. Le journal Capital nous le disait, moins 21% d'investissement dans la région. L'investissement, ce sont des grands projets structurants pour la région. Ce sont des projets qui donnent de l'emploi. Dans le BTP en particulier, mais pas seulement, il y a beaucoup de sous-traitants. Et l'investissement, il a été abandonné. Pourquoi ? Parce que Xavier Bertrand a tout misé sur le canal Seine-Nord. Au moment où nous nous parlons, il n'y a toujours pas eu un coup de pioche. Ça fait combien d'années qu'on parle du canal Seine-Nord ? Projet qui coûte très cher pour 100 km. Il manque toujours 700 millions d'euros. Et là encore, je me dis, ça a servi d'à quoi ? D'avoir Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre du Budget, pour l'avoir dans sa majorité et n'avoir pas fait débloquer le canal Seine-Nord. Il est possible, c'est une gare souterraine sous l'île Flandre, c'est une emprise foncière à prendre le long de l'Ain, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est évidemment pas simple, un réseau express Grand Lille. Mais d'abord, ça permet de desservir le bassin minier. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse s'intéresser à ceux qui sont un peu loin de la métropole lilloise et qui subissent simplement les difficultés quand l'Ain est bouché, quand il faut venir travailler dans la métropole lilloise et qu'on habite le bassin minier, c'est pas simple. Ce dossier, vous l'avez dit, il avait été acté au contrat de plan État-région par le président Percheron, socialiste, il y a quelques années, il y a 10 ans. Et puis il n'a pas été réenclenché par Xavier Bertrand, qui avait tout misé sur Canal Seine-Nord. Résultat, il n'y a rien eu de ce côté-là. Eh bien, moi, je crois que dans le contrat de plan État-région, qu'il faudra revoir, ouvrir, eh bien, il faut remettre ce réseau express Grand Lille. Vous allez négocier auprès de l'État et de l'Europe pour avoir les moyens. Bien entendu, mais c'est ça le rôle. Et le boulot d'un président de région, c'est d'avoir une vision. Mais la région c'est devrait d'avoir payer combien ? Des grands projets. Écoutez, ça c'est quelque chose à négocier justement avec l'État, avec l'Europe. Je ne vais pas vous donner un chiffre aujourd'hui, évidemment. La concurrence TER aussi, juste pour terminer sur les transports, Sébastien Chenu, ça s'est lancé. Votre position ? Oui, mais la concurrence TER, vous savez, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence, on n'ouvre pas la concurrence pour se faire plaisir ou parce qu'on en a envie. On se dit quelle est la finalité de tout ça. La finalité, c'est effectivement d'assurer des horaires qui soient plus respectueux et moins contraignants. C'est la desserte, c'est aussi la sécurité, c'est aussi, je le rappelle toujours, le Wi-Fi. Là encore, promesse absolument pas tenue par Xavier Bertrand. Donc l'idée, c'est d'avoir une exigence vis-à-vis de la SNCF, d'être un partenaire. Je prends l'exemple de ce qu'a fait le président de la Normandie, qui n'est pas un président RN. Il a été exigeant, il a dit simplement à la SNCF, si les retards continuent à être importants, alors le financement que nous donnons à la SNCF chaque année, eh bien j'arrêterai de le verser. Eh bien c'est ce qu'il a fait. Il a entrepris une exigence. Là chez nous, ici,
pas d'exigence, on laisse tout et finalement on ouvre à la concurrence sans aucune garantie. Merci. Pour terminer, quelques questions purement régionales. Sébastien Chenu, vous qui vous intéressez beaucoup à la culture, est-ce que vous savez pourquoi Valenciennes est surnommée l'Athènes du Nord? Non, pas du tout. L'Athènes du Nord, je l'ai su, mais vous allez m'éclairer. Alors c'est grâce à son riche passé culturel, car de grands artistes y sont nés, Jean Froissart, le peintre Antoine Watteau. Ah, c'est juste pour ça, c'est juste parce qu'il y a des gens qui y sont nés. C'est pas géographique. Et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de prix de Rome, des récompenses. Voilà, c'était architectural. Des récompenses architecturales. À l'époque, le prix de Rome était très prestigieux et beaucoup de Valenciennes. C'est ça, c'est architectural, très bien. Watteau, Castro et autres. Ça, c'est un autre domaine, plus sportif, le LOSC champion de France, ça vous inspire? Je vois votre visage. Bon, allez, assez simple, juste le capitaine. Non, je rentre pas là-dedans parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout un expert du foot. Et donc, je vais forcément me tromper. Mais oui, je suis pas un expert du foot. En revanche, j'adore voir notre région vibrer quand elle gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas m'inventer en expert footballistique alors que je n'en suis pas un. Moi, je préfère, je vous le dis, le basket, c'est Denain Voltaire, naturellement. Mais je ne suis pas un expert de foot, mais en revanche, j'adore quand la région gagne. Et ça m'évite de choisir d'ailleurs entre Lille, Lens et Valenciennes. C'est une position effectivement plus confortable. C'est sûr. Et Amiens, vous avez oublié Amiens aussi. Et j'oublie Amiens. Et Dunkerque. Non, mais voilà, ça m'évite de choisir, voyez-vous. Autre question. Quel village de la région a été élu plus beau village de France en 2018? On n'a pas eu beaucoup. Est-ce que c'était pas Gerberoy en 2018? Non. Alors là, ça aurait pu être Gerberoy en 2018. C'est dans les Flandres. Ah bon, d'accord, c'est Bergue peut-être. C'est pas loin, Cassel. D'accord, Cassel. Ah oui, c'est vrai, Cassel. En 2018, ça fait déjà 3 ans. Ouais, voilà. Et puis, voilà, c'est plus une tribune libre. Pour finir, on va vous demander votre endroit symbolique dans la région, l'endroit qui symbolise la région à vos yeux. Non, il n'y a pas un endroit qui symbolise la région. Il ne peut pas y en avoir un. Vous avez vu la richesse de notre région quand on est dans l'Aisne champenoise ou quand on est sur le bord de mer, c'est très différent. Moi, il y a des endroits auxquels je suis attaché. Je viens de vous citer Gerberoy, magnifique petit village de l'Oise, mais je ne peux pas faire sans le bassin minier qui m'a accueilli, dont je suis devenu le député, dont je suis fier d'être le député. Le bassin minier dans son ensemble est une région extraordinaire. Effectivement, c'est souvent cité comme étant symbolique de la région. Merci Sébastien Chenu. Merci François Launay. Notre partenariat avec 20 minutes Lille se poursuit la semaine prochaine, même heure 18h30, pour un autre rendez-vous politique. Je suis sûr que vous serez avec nous. Ce sera Xavier Bertrand qui sera notre invité, le président sortant. Il me reste à remercier Roxane Lacusca, Emmanuel Calafiore pour l'édition, Margot Baudard, Freddy Cochin pour la rédaction de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.